You say can! You make man? No. Woman. Woman. Dans les années 90, les ados comme moi, on n'avait pas de smartphone, mais Internet commençait à nous occuper et l'on priait pour que notre modem 56K tienne le coup pour télécharger des trucs importants, voilà. Mais Gary et Wyatt, eux, utilisaient leurs ressources numériques pour carrément coder la femme parfaite, Lisa. Et c'est d'elle dont il est question aujourd'hui, Code Lisa, série mythique des années 90. Avant d'être une série, Code Lisa est un film réalisé en 1985. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Juste pour dire qu'avant le film, il y a un comics. Oui, c'est vrai, pardon, tu as parfaitement raison. Est-ce que tu peux utiliser tes pouvoirs pour revenir en arrière, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Avant d'être une série, Code Lisa puise son inspiration dans une BD intitulée Made of the Future, d'Al Feldstein, connu pour avoir été le rédacteur en chef du magazine Mad pendant près de 30 ans. Dans les années 50, Al éditait le bimestriel World Science, comic book dédié à la science-fiction. Et donc en 1951, Al raconte l'histoire d'Alvin Blanc, un homme abandonné par sa femme et qui se retrouve dans le futur à acheter une épouse en kit. Une épouse parfaite. Elle casse pas les couilles, elle râle pas, elle fait le ménage et la cuisine, et elle est entièrement customisable. Bref, elle est soumise, mais c'était la vision de la femme parfaite dans ces années-là. Alors au début des années 80, le producteur Joel Silver, qu'on ne présente plus, c'est le producteur de Commando, L'Arme Fatale, Die Hard, Predator, Matrix et plein d'autres, acquiert les droits d'adaptation pour en faire un film au cinéma. Mais si le film reprend le concept de la femme artificielle, il n'en demeure pas moins que le synopsis s'en détache complètement, même s'il s'autorise un clin d'œil en reprenant le titre du magazine comme titre du film. John Hughes, scénariste-réalisateur, connu pour pas mal de comédies souvent orientées teenagers dans les années 80-90, est alors contacté pour s'occuper du film prévu pour 1985. C'est lui par exemple qui a réalisé le cultissime que j'adore, La folle journée de Ferris Bueller. C'est lui qui signe aussi le scénario de Maman j'ai raté l'avion et de ses suites. Home Alone. Parfois même il fait les deux, réalisation et scénario, comme sur The Breakfast Club, un autre film mythique. Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée. J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi. Bon et bien John Hughes en 1985, il réalise World Science, traduit chez nous par une créature de rêve. Vous savez ce que j'adore dans ces rétros, c'est remonter dans le temps et découvrir avec 30 ans de recul des acteurs et des comédiens de doublage connus aujourd'hui et qui évoquent beaucoup de choses pour nous, mais qu'on ne connaissait pas encore très bien à l'époque, quand on les découvrait pour les premières fois. Et Weird Science, c'est un très bon exemple de tout ça, vous allez voir. Le film met en scène 4 personnages principaux qu'on retrouvera dans la série, Wyatt et son bourreau de frère homophobe, Chet, Gary, le meilleur copain, et bien sûr, Lisa, sorte de croisement entre Mary Poppins, Alexa et la playmate du moment. Gary est joué par Anthony Michael Hall, très connu pour son rôle dans la série Dead Zone, mais aussi pour pas mal de films, et il est doublé par Éric Legrand, l'immense Éric Legrand. Bang, on se fait une de ces virées petits pères, le délire. On s'envoie un mot de verre. Anthony Michael Hall, c'est l'archétype du lycéen geek, plein de maladresse. Et il éclipse complètement Ian Mitchell Smith qui joue Wyatt, et qui n'a pas eu d'ailleurs une très grande carrière. Il est doublé par Luc Hamet, la voix entre autres de Michael J. Fox, alias Marty McFly. On n'a pas mis la poupée sous tension. Vous n'avez pas mis la poupée sous tension. Quant à Lisa, elle est jouée par Kelly LeBrock, ancien mannequin qui a été marié à Steven Seagal. Alors, petits obsédés, par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence? Et Chet est joué par Bill Paxton, juste après son rôle dans Terminator et avant Aliens. Et ce mec, l'industrie du cinéma lui en veut, car non seulement il s'est fait défoncer par un Alien, un Terminator et un Predator, mais en plus il s'est fait transformer en crotte géante par une bimbo numérique. Et ça, c'est pas rien. Elle va te faire cuire un œuf, espèce de gland.
À côté de ce quatuor, on retrouve deux rôles mineurs mais qui nous marquent encore des années plus tard. Michael Berryman, gueule du cinéma, très connu notamment pour son rôle dans l'excellent film La colline à des yeux. Dieu vous bénisse. Mais il y a surtout le tout jeune et fringant Robert Downey Jr. et moi, voir Tony Stark en Bermuda, je vous avoue, ça me fait bien marrer. A noter qu'il est doublé par Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson. Désolé les mecs, je sais pas ce qui se passe, ça doit être les nerfs moteurs qui ont lâché. Et je trouve que la scène où il se fait envoyer balader par Lisa ne manque pas d'ironie, quand on sait que bien des années plus tard, il jouera le séducteur mégalomane ultime de la franchise Marvel, et qu'il était doublé par celui qui jouera le pire des obsédés du monde des mangas. Donc, nos deux étudiants souffrent douleur de leur lycée, utilisent un ordinateur, une poupée, piratent le système informatique du gouvernement comme tout bon jeune des années 80, et créent la femme parfaite qui va leur venir en aide pendant 1h30. Grâce à elle, ils vont reprendre confiance en eux. Oui, c'est le seul moment où porter un soutien-gorge sur la tête est socialement acceptable. Donc ce film mélange improbable de Frankenstein et de teen movie sent bon les années 80, il est plutôt qualitatif avec de bons acteurs et un scénario assez sympa. La chanson mythique reprise dans la série est interprétée par le groupe Oingo Boingo, dont le leader n'est ni plus ni moins que Danny Elfman, le célèbre auteur-compositeur qui en était à ses tout débuts. Danny Elfman, c'est ça! 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 Ou encore ça! C'est l'acolyte musical de Tim Burton sur la plupart de ses films. Bref, tout ça pour dire que c'est pas pour rien que ce film est devenu culte au fil des années, notamment avec sa sortie VHS. Et donc près de 10 ans plus tard, en 1994, arrive Code Lysa aux États-Unis sous le titre original Weird Science. Au début des années 90, la société St. Clair Entertainment s'associe à Universal pour produire une série adaptée du film de John Hughes, qui ne participera pas à l'aventure. À la production, on retrouve des personnalités du petit écran comme Robert Lloyd Lewis, Adam Barr ou encore Peter O'Co, et les showrunners Tom Spezialy et Alan Cross. Une équipe habituée des séries comiques complètement déjantée puisqu'ils étaient avant cela sur Parker Lewis ne perd jamais, dont le dernier épisode est sorti un an auparavant. Code Lysa paraît donc comme une sorte de fille spirituelle, ou du moins une petite sœur qui prend la place de cette merveilleuse autre série à succès, dont je vous parlerai un jour. Autre personnalité importante dans la création de la série, Robert K. Weiss, à qui l'on doit une superbe série dont je parlerai aussi un jour, Sliders, les mondes parallèles. J'ai trouvé le passage. Bref, tout ça pour dire que derrière cette série, il y a quand même une belle équipe expérimentée et de qualité qui réalisera 5 saisons pour 88 épisodes, soit un peu plus que Parker Lewis. L'équipe étant montée, reste à trouver les 4 principaux rôles. Gary Wallace est interprété par John Mallory Escher, dont c'est le rôle principal dans toute sa carrière. Alors je l'aimais bien, mais c'est quand même un petit downgrade par rapport à Anthony Michael Hall, faut bien l'avouer. Michael Manasseri interprète Wyatt, et c'est aussi son rôle le plus célèbre. Il m'a laissé une meilleure impression que son homologue du film, dont j'ai déjà oublié le nom. Et il est traumatisé par son frère Chet, joué par Lee Targetsen, que je trouve absolument génial dans la série, et qui a une carrière un peu plus intéressante que les deux autres cités. Notamment dans Oz, Desperate Housewife et pas mal de films. Alors lors du casting, Seth Green était pressenti pour reprendre le rôle de Wyatt. Mais en fait non. Enfin, le rôle majeur et essentiel de la bimbo numérique est repris par Vanessa Angel, mannequin anglais. Avant la consécration de la série, on avait pu la voir dans quelques séries comme The Equalizer ou encore Baywatch. Je vous laisse seul juge de savoir si vous la préférez à Kelly LeBrock, avec ces deux images. Vanessa Angel aurait pu enchaîner avec un autre rôle tout aussi culte, celui de Xena la guerrière. En effet, elle avait été retenue pour jouer ce rôle dans la série Hercule, mais à cause d'une maladie, elle n'a pas pu se rendre sur les lieux de tournage en Nouvelle-Zélande, et elle a été remplacée au pied levé par une figurante, Lucy Lawless, qui reprendra alors le rôle dans la série éponyme. À ce quatuor, on peut ajouter le principal Scampi, l'ennemi juré de Chet, joué par Bruce Jarchow.
Donc on retrouve les mêmes losers, hein, Gary et Wyatt, qui créent une Lisa version 2.0 qui va leur permettre de vivre des aventures complètement déjantées, clonage, voyage dans le temps, et même changement de sexe. Look at us! We're... Babes. Total hot babes. Dans la série, les pouvoirs de Lisa sont quasi illimités, elle peut tout faire, et elle est dotée d'une personnalité très affirmée, pleine d'ironie et de sagesse, mais elle garde les mêmes motivations du film, faire de Gary et Wyatt des hommes sur deux et parfaitement épanouis. La construction narrative est généralement la même, Gary et Wyatt ont un problème d'ado, amour non partagé, moquerie, jalousie, vol de cartes Pokémon, ils demandent de l'aide à Lisa qui exauce leurs souhaits à sa manière, donc de façon complètement déjantée. Ce qui provoque des situations absurdes tout en inculquant aux deux héros une leçon de vie, et à la fin l'équilibre est rétabli, et nos héros reviennent à leur quotidien. Non, je suis pas catcheur! Aber was? Und? Dites-moi les enfants, est-ce que quelqu'un aurait de la colle? La série est vraiment un prolongement du film, hein. Elle joue sur les clichés, notamment ceux autour de Lisa. D'abord fantasmée comme une bimbo, elle se révèle bien plus mature et intelligente que ses créateurs. Les désirs superficiels des mecs sont souvent ridiculisés, et pas mal de thèmes universels sont abordés. Confiance en soi, amitié, amour, pression sociale, plein de thèmes. Les 4 personnages principaux sont également une mise à jour de leur version cinéma. Il n'y a pas de grande évolution, hein, si ce n'est pour Chet qui va progressivement devenir un frère plus sensible et bien plus gentil. Je m'appelle le botteur de cul. Le botteur de cul. Avec un cap pour que ça fasse moins vulgaire. Alors le dernier épisode s'intitule Invasion étrangère et comme son titre le laisse deviner, nos héros vont devoir faire face à des aliens sanguinaires qui veulent détruire le monde. Tout ça à cause de Lisa qui a invité les mauvais extraterrestres, hein, il faut bien l'avouer. Le principal Scampi organise la résistance façon Independence Day. D'ailleurs, on peut voir visuellement la référence au laser destructeur des extraterrestres du film de Roland Emmerich. C'est intelligemment fait, car dans cette séquence, Wyatt exposait ces dioramas qui se font pulvériser. Cette façon d'ailleurs de procéder est un clin d'œil à l'utilisation des maquettes dans les films, hein, je trouve ça vraiment bien foutu. Bon, suite à ça, Gary et Wyatt sont bien obligés d'avouer la vérité à l'ensemble de leurs copains et au principal. Ou je ne sais quoi, ont créé pour nous cette personne magique, capable de contrôler l'espace et le temps et de réaliser tous nos désirs. Alors... C'est là qu'une marmotte pose la question. Comment se fait-il que vous ne soyez pas les hommes les plus riches du monde, en train de vivre sur une île avec Cindy Crawford et Naomi Campbell? Eh bien... Ouais, l'histoire se déroule le jour de la marmotte, hein, comme dans Un jour sans fin. Donc, la résistance s'organise et le spectateur découvre que le lycée cachait un corps d'extraterrestres, utile pour trouver leur point faible. Et c'est là qu'on se dit que la série, aussi loufoque soit-elle, elle part vraiment en vrille avec un scénario débile. Gary découvre que Wyatt et Lisa sortent ensemble, liaison qui sort de nulle part afin de déclencher l'élément scénaristique suivant, Gary qui se lance dans une mission suicide contre les méchants, même si finalement il se ravise avant d'exploser. Scampi est blessé et fait une révélation de fou furieux à Chet. Je me meurs. Ne mets pas ta vie en danger. Va-t'en et deviens l'homme dont je serai fier. On croirait entendre mon père. C'est parce que... je suis ton père, Chester. Ah bah c'était sûr, vu toutes les références qu'il y a dans cette série, qu'il allait avoir une référence à Star Wars. Alors évidemment, Chet, il est sceptique. Mais Scampi lui prouve, grâce à sa coupe de cheveux. Papa. Non, cette série va vraiment beaucoup trop loin. Alors finalement, Lisa plaque Wyatt, ce qui fait que leur relation aura duré 3 minutes, et alors que tout semblait perdu, ultime séquence what the fuck, Gary revient assimilé par les aliens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont assimilé? S'ils étaient aussi cruels, c'est parce qu'ils n'avaient aucun sens de l'humour. Ces derniers ont pris le sens de l'humour de Gary et épargnent la planète. Et puis Gary prend un des aliens comme femme, ce qui prouve en plus l'ouverture d'esprit de cette fabuleuse série. Elle s'appelle tétrahydrosaline. Et tout ça finit par une chanson sur l'amour et la paix dans un final assez raté, il faut bien avouer. Une non-fin pour une série qui était vraiment à bout de souffle. En 2006 sort une série titrée Génial Génie qui est inspirée de Wild Science, à la différence que cette fois-ci ce sont 2 filles qui martyrisent un garçon génie. A noter que ces filles sont quand même beaucoup moins douées que Wyatt et Gary puisqu'elles n'ont pas créé le génie en question, elles l'ont trouvé dans une vieille lampe, ce qui en fait un croisement avec Aladdin. Bon, c'est davantage une sitcom assez pauvre finalement, qui est bien plus proche d'Extra Zigda que de Code Lisa.
Mademoiselle? Bonjour, je suis Igda. Vous êtes bien Monsieur Gauthier? Oui, mais je ne comprends pas, vous ne deviez arriver que cet après-midi. C'est-à-dire que mon aéronef a eu un peu d'avance. La série débarque sur France 2 en 1995 et est diffusée le soir à 17h45 entre Seconde B et La Fête à la Maison. Mais elle sort très vite de cette tranche horaire, alors j'ai pas retrouvé exactement les moments de diffusion, mais je me rappelle de son passage dans La planète de Donkey Kong, émission jeunesse du mercredi et samedi matin. Au doublage, on retrouve des gens connus que j'ai souvent cités comme William Corrin, la voix de Jackie Chan, qu'on a entreaperçu dans Les Samouraïs de l'Éternel, Thierry Mercier, la voix de Vin Diesel et de Sangoku en Super Saiyan 4, la regrettée Marion Gamme et dans le rôle de Lisa, l'excellente Virginie, le dieu, la voix d'Athéna dans Senseiya. Et franchement, le doublage est vraiment bon, y a rien à dire. La série assume très clairement son côté cartoon avec des effets très cheap, même pour l'époque, mais parfaitement assumé avec un humour plutôt potage typique des années 90. C'est la marque de fabrique de la série. Mais que ça fait du bien. Code Lisa, vous débranchez vos neurones, vous regardez et vous vous détendez. Et je vous avoue que me réveiller le samedi matin et buller tranquillement devant ma télé 36 cm avec le regard vitreux du lycéen à moitié endormi qui n'a pas envie de se lever pour faire ses devoirs est un grand moment de paresse. Ce qui rend Code Lisa culte, ce n'est pas son pitch complètement déjanté, enfin, pas seulement. C'est aussi et surtout parce qu'elle capte parfaitement l'esprit geek pré-internet. Des ados passionnés par la technologie alors qu'en fait ils font de la magie, des rêves de gloire et de conquête et le fantasme de la femme parfaite qui peut tout régler. Attention spoiler, hein. En fait elle règle rien. Mais Lisa c'est pas juste un fantasme sexiste des années 90. Enfin, si, un peu, mais c'est plus que ça, c'est une grande sœur, une sorte de fée rigolote et même un coach de vie au final. Lisa c'est la version préhistoire de Siri, mais avec de l'humour. Le concept est simple, la structure narrative évolue peu, mais ça marche, du moins pour les premières saisons. Moi ce que j'adorais plus particulièrement dans la série, c'était le nombre de références incluses. La plupart des épisodes font des références à la pop culture, quand ils sont pas carrément une parodie complète de 25 minutes. Alors évidemment, il y a les classiques qui sont là, Star Wars... C'est inutile de nous contrôler. Il est inutile de vous contrôler. Tout va très bien, on peut s'en aller. Tout va très bien, vous pouvez vous en aller. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Ce ne sont pas ces droïdes-là que nous recherchons. Terminator... Wyatt Donnelly, identité confirmée. James Bond... Normal, mais il y avait aussi des clins d'œil à des univers méconnus. La signature a un caractère beaucoup plus... ad vitam aeternam. Vous êtes intelligent, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bon, je vous cache pas, moi qu'à l'époque, je l'ai pas vu celui-là. Les slashers sont aussi mis à l'honneur dans l'épisode 8 de la 3ème saison. Qui veut m'attraper? Brittany, non! La 4ème dimension également dans l'épisode 10. Pourquoi ils sont là? Cette défiance qu'ils éprouvent l'un envers l'autre n'est rien comparé aux multiples embûches qu'ils vont rencontrer sur leur chemin dans l'univers de la science-fiction. Et ma série préférée de tous les temps, Code Quantum, dont je vous ferai aussi la rétro, est le sujet principal de l'épisode 13 de la 3ème saison. D'ailleurs, il s'appelle Quantum Voyage. Oh bravo. Seconde avant la détonation. Oh bravo. Oh bravo. Michael Manasseri a d'ailleurs joué dans Code Quantum dans l'épisode 16 de la 5ème saison, dans lequel Samuel fait face à son double maléfique. Pour en revenir aux parodies, non seulement les références cultes des anciennes années y passent, mais aussi celles du moment. Par exemple, X-Files, série culte des années 90. Vous n'y pensez pas? Depuis que les aliens ont enlevé mon jeune fox terrier, Monsieur Waff, quand j'avais à peine 8 ans, j'ai consacré ma vie à la quête de la vérité cosmique. Ou Fantôme contre Fantôme, un superbe film de Peter Jackson qui est parodié dans l'épisode 13 de la 5ème saison.
tournait. Tu nous as tués? Dépêche-toi de lui dire au revoir. Tu as 90 secondes avant que son cerveau ne soit à jamais détruit. Et puis bon, il y avait quelques guests sympathiques, comme Adam West, le Batman des années 60, jouant son propre rôle, et confondu avec William Shatner par Gary. L'épisode utilise d'ailleurs les célèbres onomatopées lors d'une vente aux enchères. On peut aussi évoquer l'apparition de l'extraordinaire Bruce Campbell qui joue un Jean dans la 5e saison. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Fâché? Quel homme pourrait se fâcher en présence d'une telle beauté éclatante de charme? Cela étant, la série souffre quand même de quelques défauts. Déjà, elle est trop ambitieuse. C'est une série dont la thématique nécessite beaucoup d'effets spéciaux. Or, le budget est modeste, et ça se ressent. À l'époque, ça passait, mais aujourd'hui, ça a beaucoup vieilli. Et puis, je le disais, la construction narrative est toujours quasiment identique. C'est facile, mais au bout de 2-3 saisons, on tourne en rond et ça lasse, d'autant que les personnages, Chet mis à part, évoluent assez peu. C'était d'ailleurs un peu le même souci avec Parker Lewis ne perd jamais. Mais Code Lysa, c'est un concentré de nostalgie numérique, un ovni télévisuel qui mélange geek, humour et soft fiction. Alors n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir quelques épisodes, il y en a de disponibles sur YouTube, et dites-moi en commentaire, si vous pouviez créer votre propre Lysa virtuelle, qu'aurait-elle comme fonctionnalité? Moi je veux une Lysa qui vous oblige à liker, à vous abonner, à commenter, et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Bah bien sûr, je plaisante. Vous le faites très bien tout seul et je vous en remercie pour ça. Prenez soin de vous, regardez des séries, salut!